Dans une joaillerie de luxe près de la place Vendôme à Paris, un adolescent noir cherche avec joie le cadeau parfait pour sa petite sœur. Mais à l'instant où il entre, cette joie est brutalement interrompue par la méfiance de la vendeuse. Et lorsqu'il fait accidentellement tomber un bracelet, la suspicion de celle-ci se transforme en accusation sans fondement. Quelques minutes plus tard, la police arrive, croyant aveuglément sa version des faits, et lui passe les menottes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce garçon a une alliée puissante, sa mère. Et elle est sur le point de renverser la situation d'une manière que personne n'aurait jamais pu imaginer. C'était un samedi après-midi ensoleillé à Paris, une de ces journées où la ville semble ralentir son rythme effréné. Des familles flânaient le long de la Seine, des rires d'enfants fusaient depuis les balançoires du jardin des Tuileries, et les voisins échangeaient des salutations polies en se rendant au marché local. Le soleil jetait une lueur dorée sur tout, rendant la capitale presque idyllique. Mais pour Elias Traoré, cette journée était bien plus qu'une simple promenade. Il n'avait qu'un seul objectif, acheter le cadeau d'anniversaire parfait pour sa petite sœur, Inès. Elias avait économisé pendant des mois, enchaînant les heures supplémentaires dans un café-brasserie du quartier, mettant méticuleusement de côté chaque pourboire et chaque paye pour s'offrir quelque chose de spécial. Il avait enfin trouvé le cadeau idéal, un bracelet à breloques en argent de la joaillerie Varenne, l'une des boutiques les plus prestigieuses de la place. Il était passé devant d'innombrables fois, le nez collé à la vitrine, imaginant les yeux d'Inès s'illuminer en le découvrant. Aujourd'hui était le grand jour. Il serra son portefeuille dans sa poche, rassuré par le poids de l'argent à l'intérieur. Ce n'était pas juste un achat, c'était un symbole de son amour, de tout ce qu'il voulait lui offrir malgré les difficultés que leur famille avait traversées. Alors qu'il approchait de la boutique, les vitres impeccables scintillaient sous le soleil, reflétant les rues animées derrière lui. Il hésita un instant, ajustant son sweat à capuche, bien que la fermeture éclair fût ouverte, révélant le polo soigneusement repassé en dessous. Il était bien conscient de la façon dont certaines personnes réagissaient en voyant un jeune homme noir en sweat. Il chassa cette pensée. Pas aujourd'hui. Entre, achète le bracelet et sort. Prenant une profonde inspiration, il poussa la lourde porte en verre, et un doux carillon retentit dans le magasin. À l'intérieur, la joaillerie Varenne était tout ce qu'il avait imaginé. Des vitrines en verre épuré, des écrins de velours et des rangées d'or et d'argent étincelant sous des lumières vives, presque aveuglantes. Un léger parfum de luxe et de bois ciré flottait dans l'air. Les clients, pour la plupart des femmes élégantes plus âgées, admiraient des colliers et des boucles d'oreilles qui coûtaient plus que ce qu'Elias avait gagné dans toute sa vie. Il ignora leurs regards curieux, son attention entièrement fixée sur le bracelet qu'il était venu chercher. Derrière le comptoir se tenait Béatrice de la Cour, une femme blanche d'âge mûr, aux cheveux blonds coiffés avec soin et aux yeux vifs et calculateurs. Son expression était d'abord neutre, mais au moment où son regard se posa sur Elias, quelque chose dans son attitude changea. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine, sa prise sur le comptoir se resserra imperceptiblement, et ses yeux, autrefois ennuyés, étaient maintenant chargés d'un soupçon indéniable. Elias le sentit immédiatement, ce changement, cette question silencieuse mais assourdissante qui flottait toujours dans l'air quand des gens comme elle regardaient des gens comme lui. « Que faites-vous ici » Elias avait déjà vu ce regard, ressenti le poids de cette méfiance qui s'accrochait à lui comme une chaîne invisible, chaque fois qu'il entrait dans des endroits où l'on pensait qu'il n'avait pas sa place. Mais il refusa de se laisser décourager. Il s'approcha du comptoir avec un sourire poli, désignant le bracelet dans la vitrine. « J'aimerais voir celui-là, s'il vous plaît. »
Sa voix était stable, calme, comme sa mère lui avait toujours appris à parler face à ce genre de personnes. Béatrice, cependant, ne bougea pas. Elle croisa simplement les bras, inclinant légèrement la tête. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Celui-ci est assez cher. » L'estomac d'Elias se noua, mais il se força à garder une expression neutre. Il sortit son portefeuille de sa poche, montrant les billets soigneusement pliés pour lesquels il avait travaillé si dur. « J'en suis sûr, » dit-il fermement. « J'ai l'argent ici. » Les yeux de Béatrice balayèrent l'argent, ses lèvres se retroussant légèrement, comme si cette vue l'offensait. Mais au lieu de se détendre, elle sembla se crisper encore plus. Ses doigts s'agitèrent près du téléphone posé sur le comptoir. Elle ne se déplaça pas pour prendre le bracelet. Au lieu de cela, elle laissa échapper un petit rire presque amusé. « Et où avez-vous trouvé tout cet argent ?» Exactement, sa voix était désinvolte, mais l'accusation sous-jacente était aussi tranchante qu'une lame. Elias se raidit. « Excusez-moi, » demanda-t-il, bien qu'il sût déjà où cela menait. Béatrice haussa un sourcil. « C'est juste que c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de votre âge, » dit-elle, son regard ne le quittant jamais. « L'avez-vous, je ne sais pas, emprunté à quelqu'un, ou peut-être trouvé par terre. » La mâchoire d'Elias se serra. Il inspira lentement, se forçant à rester calme. Il n'avait rien fait de mal. « Je travaille au Café Parker, » dit-il, articulant chaque mot avec soin. « J'ai économisé pour ça. » Béatrice émit un petit bruit d'incrédulité, secouant légèrement la tête. « fredonna-t-elle en tapotant ses ongles sur le comptoir. « Et vous vous attendez à ce que je vous croie ?» Elias ravala la colère qui montait dans sa gorge. « Oui, » dit-il sèchement. Béatrice laissa échapper un petit rire sec, comme si elle venait d'entendre une blague particulièrement ridicule. « Eh bien, je suppose que je devrais être flattée que vous ayez pensé pouvoir me duper, » dit-elle, se dirigeant enfin vers la vitrine. « Mais je travaille ici depuis longtemps, mon garçon. Je sais quand quelque chose ne colle pas. » Les mains d'Elias se crispèrent en poings le long de son corps. Il se força à les desserrer. Cela devait être simple. Il n'était pas venu ici pour être humilié. « Puis-je juste voir le bracelet, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, sa patience s'amenuisant. Béatrice soupira, comme s'il la dérangeait, mais elle sortit finalement le plateau de velours et le posa sur le comptoir. « Faites attention avec ça, » avertit-elle d'un ton sec. « Il vaut plus que ce que vous gagnez probablement en un an ?» Elias serra les dents, mais ne dit rien. Il tendit la main, saisissant délicatement le bracelet, sentant l'argent froid contre ses doigts. Il était parfait, exactement ce qu'il avait imaginé. Mais alors qu'il le tournait légèrement, admirant la façon dont les breloques pendaient, le métal lisse glissa entre ses doigts. Le bracelet tomba sur le comptoir en verre avec un doux cliquetis qui rebondit pour atterrir sur le sol carrelé. À cet instant, le souffle d'Elias se coupa. Avant même qu'il ne puisse bouger pour le ramasser, Béatrice poussa un cri strident et perçant. « Mon Dieu, je le savais » hurla-t-elle, sa voix tranchant l'air de la boutique comme une sirène. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers eux. Les yeux d'Elias s'écarquillèrent. « Attendez !» Béatrice pointa un doigt accusateur sur lui, son visage tordu par l'indignation. « Je savais que vous tramiez quelque chose. Vous essayez de le mettre dans votre poche, n'est-ce pas? Vous pensiez vous en tirer comme ça. » L'estomac d'Elias se retourna. « Quoi? Non, je... » Béatrice se jeta sur le téléphone du magasin, ses doigts composant frénétiquement un numéro. « Envoyez la police. Maintenant, » aboya-t-elle dans le combiné. « Nous avons un voleur. Jeune homme noir, sweat à capuche. Il a essayé de nous voler. »
Élias resta figé, le poids de ces mots le percutant comme un train de marchandises. La pièce était devenue silencieuse, mais l'air était lourd de jugement, de suspicion, de peur. Il sentait les yeux de chaque client le transpercer, voyait leur posture changer, une femme serrant son sac un peu plus fort. Son esprit lui hurlait de dire quelque chose, de se défendre, mais il savait que personne dans cette pièce ne le croirait lui, plutôt qu'elle. Puis, au loin, le hurlement des sirènes approchant déchira l'air. Les sirènes se firent plus fortes. Un gémissement sinistre fendant l'après-midi autrefois tranquille. Élias sentit son pouls marteler ses côtes alors que le poids de l'instant s'abattait sur lui. Il savait que cela pouvait arriver. Il l'avait vu aux informations, dans les conversations chuchotées, dans la peur qui se glissait dans la voix de sa mère chaque fois qu'elle lui rappelait d'être prudent en sortant. Mais savoir que cela pouvait arriver et le vivre étaient deux choses entièrement différentes. Sa respiration était courte, ses doigts tremblaient le long de ses flancs. Chaque instinct lui hurlait de bouger, de fuir, de se battre contre le mensonge flagrant qui sortait des lèvres de Béatrice. Mais il ne fit rien de tout cela. Il resta immobile, se forçant à respirer, car tout autre geste, tout mot déplacé, pouvait aggraver la situation. La voix de Béatrice était tranchante et autoritaire, alors qu'elle parlait au téléphone, sa main libre agrippant toujours le comptoir comme si elle était la victime dans toute cette affaire. Oui, tout de suite, j'ai besoin d'agents à la joaillerie Varenne immédiatement. Il est toujours là. Il essaie de nier, mais je l'ai pris la main dans le sac. Ses yeux se posèrent sur Élias, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois de pure satisfaction, comme si elle avait attendu ce moment. « Et dépêchez-vous » ajouta-t-elle, baissant la voix juste assez pour paraître pressante. Il devient agressif. L'estomac d'Élias se serra, ses poings se crispèrent. Agressif. Il avait à peine parlé. Il n'avait même pas bougé. Pourtant, elle peignait un tableau que tout le monde dans la pièce était plus que disposé à croire. Il le sentait dans la façon dont les autres clients reculaient, leur regard passant de lui à Béatrice, aucun d'eux ne remettant en question ses paroles. Une femme en robe à fleurs serra son sac plus près. Un homme plus âgé en costume secoua la tête comme si ce n'était que la confirmation de ce qu'il présumait déjà être vrai. Élias déglutit difficilement, jetant un coup d'œil au bracelet sur le sol, celui-là même qui avait glissé de ses doigts quelques instants auparavant, maintenant symbole de quelque chose de bien plus dangereux. Il prit une inspiration tremblante et regarda Béatrice droit dans les yeux. « Je n'ai rien volé, » dit-il, sa voix basse, contrôlée, mais teintée d'une fureur à peine contenue. « Vous le savez, » Béatrice ricana, croisant les bras sur sa poitrine. « Oh, s'il vous plaît, ne jouez pas l'innocent maintenant. Vous pensiez vous en tirer, n'est-ce pas? Mais je connais votre genre, » cracha-t-elle, les derniers mots empreints d'un mépris à peine voilé, son regard balayant son sweat, son jean, les baskets à ses pieds. « Vous entrez ici. Vous regardez autour de vous comme si vous aviez votre place, mais dès que j'ai le dos tourné, vous pensez pouvoir vous servir. Je vois ça tout le temps. » La peau d'Élias le brûlait. « Mon genre. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Il n'avait pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. Il le savait déjà. Béatrice haussa les épaules, feignant l'innocence. « Quoi? Vous vous offensez maintenant? Je ne fais qu'énoncer les faits. Les magasins comme celui-ci ont affaire à des voleurs tous les jours, et je n'ai pas besoin de deviner lesquels sont le problème. » Élias sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de froid, de tranchant et de suffocant. Il voulait crier, lui dire à quel point elle avait tort, à quel point elle était dégoûtante, vile. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge.
cela n'aurait aucune importance. Rien de ce qu'il dirait ne compterait, car aux yeux de Béatrice, aux yeux de tous ceux qui regardaient, il était déjà coupable. La porte en verre du magasin s'ouvrit dans un courant d'air, et 2 policiers en uniforme firent irruption. L'énergie dans la pièce crépita comme un fil sous tension. Les conversations s'éteignirent instantanément, et soudain, toute l'attention était sur Elias. « Le voilà » s'écria Béatrice en le montrant du doigt comme s'il était un fugitif recherché. « C'est lui. Il a essayé de me voler. » Elias eut à peine le temps de réagir avant que l'un des officiers, un homme grand et costaud aux cheveux grisonnants, son insigne indiquant « Sergent Costa », ne s'approche de lui, sortant déjà ses menottes. « Monsieur, je vais vous demander de mettre vos mains en évidence. » Le souffle d'Elias se coupa. Ses doigts se contractèrent, mais il ne bougea pas. Chaque muscle de son corps lui hurlait de fuir, de se protéger, mais il se força à rester immobile. Le ton de Costa se durcit. J'ai dit « les mains où je peux les voir ». « Je n'ai rien fait », dit Elias, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. Béatrice laissa échapper un ricanement exagéré. « Allez-vous sérieusement rester là à discuter après que je vous ai surpris ?» Après que vous ayez, elle fit un geste ample vers le bracelet au sol, essayez d'empocher ça. Le culot de votre espèce, Elias tressaillit. Votre espèce. Le second officier, un homme plus jeune aux yeux vifs, l'agent Fournier, hésita. Son regard passa d'Elias à Béatrice, puis au bracelet abandonné. Contrairement à Costa, il ne bougeait pas immédiatement. Elias remarqua une lueur de doute dans son expression. Fournier n'était pas complètement convaincu, mais cela n'avait pas d'importance. Costa s'approchait déjà, les menottes prêtes, son visage vide d'hésitation. « Mon garçon, je vais avoir besoin que vous sortiez. » Elias sentit son pouls marteler son crâne. Sa respiration était superficielle, son esprit envisageant les pires scénarios possibles. Et chacun se terminait de la même manière avec lui au sol. Quelqu'un criant un titre de journal qui commencerait par « Un adolescent noir arrêté après une tentative de vol ». Il savait comment ces histoires se déroulaient. Le sourire narquois de Béatrice s'élargit. Elle pensait qu'elle avait déjà gagné. Elias expira brusquement, forçant sa voix à rester calme. « Appelez ma mère. » Costa ricana en secouant la tête. « Gamin, tu pourras passer ton coup de fil au poste. »« Non, » dit Elias plus fermement, sa voix résonnant dans le magasin. « Appelez ma mère, maintenant. » Béatrice roula des yeux. « Oh, bien sûr, appelons maman, » dit-elle sarcastiquement. « Et c'est qui ? Une avocate commise d'office. Une militante. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous dire de crier à l'injustice. » Elle laissa échapper un rire sec et sans joie. Elias l'ignora. Il sortit son téléphone de sa poche, lentement, sans geste brusque, juste assez pour le prendre. Il composa le numéro avec des mains stables. « Maman, j'ai besoin de toi à la joaillerie Varenne. Maintenant. » Les sourcils de Costa se froncèrent légèrement, mais il ne semblait toujours pas inquiet. Fournier, cependant, bougea. Il avait dû remarquer quelque chose dans la voix d'Elias, la façon dont il ne suppliait pas, ne paniquait pas, malgré le danger. Non, Elias n'avait pas peur, il attendait. Les minutes s'étirèrent comme des heures. L'air dans le magasin était lourd, la tension palpable. Et puis, la porte s'ouvrit. Une femme entra, grande, imposante, le genre de présence qui fait taire une pièce entière. Un tailleur bleu marine impeccable épousait sa silhouette, ses talons claquaient sur le carrelage avec précision, et ses yeux vifs,
si semblables à ceux d'Élias, balayèrent la scène devant elle. Elle leva un insigne, le brandissant avec une autorité qui ne laissait aucune place au doute. « Je suis la commissaire divisionnaire Simone Traoré », annonça-t-elle, sa voix coupant l'air comme de l'acier. « Préfecture de police de Paris. » Elle tourna son regard vers Costa et son fils. « Et ceci, dit-elle en désignant Élias, est mon fils. » Pendant un long et angoissant moment, le magasin fut silencieux. Le poids des mots de Simone Traoré s'abattit sur tout le monde, suffocant et inéluctable. Élias respirait à peine, observant la reconnaissance poindre sur les visages des policiers. Costa se raidit le premier, sa prise sur les menottes se relâchant, son corps soudainement moins assuré. Fournier, qui avait déjà montré des hésitations, expira brusquement. Mais ce fut Béatrice qui réagit le plus violemment. Son expression se tordit, le sourire narquois s'évanouissant pour être remplacé par quelque chose de laid, le choc, la colère, le désespoir. Elle cligna des yeux comme si elle espérait avoir mal entendu. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Mais quoi balbutia-t-elle, sa voix n'ayant plus le même venin, maintenant teintée d'une panique dangereusement proche. Simone ne lui accorda même pas un regard. Ses yeux restèrent fixés sur Costa, perçants, inébranlables. « Sergent, dit-elle, sa voix égale, mesurée, mais portant un sous-entendu dangereux. Je suppose que vous avez une explication raisonnable pour laquelle mon fils se tient ici, encerclé, pendant que vous sortez vos menottes avant même de lui avoir posé une seule question. » Costa se dandina sur ses pieds, sa mâchoire se tendant. « Madame la commissaire, nous avons reçu un appel signalant une tentative de vol. Nous avons répondu en conséquence. » Simone pencha légèrement la tête, ses yeux se rétrécissant. « En conséquence, et par en conséquence, vous voulez dire entrer ici, voir un jeune homme noir et décider immédiatement qu'il était coupable. » Costa se hérissa. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, vraiment, dit Simone froidement, parce que de mon point de vue, ça y ressemble beaucoup. » Béatrice retrouva enfin sa voix, et elle claqua avec la vivacité de quelqu'un qui cherche désespérément à reprendre le contrôle. « J'ai appelé parce qu'il a essayé de me voler, lança-t-elle en pointant Élias du doigt. Il a fait tomber le bracelet et s'apprêtait clairement à le prendre. Je l'ai arrêté juste à temps. » Le regard de Simone se déplaça vers Élias. Il n'avait pas bougé, n'avait pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux lui disait toute la colère qui couvait sous sa surface soigneusement composée, l'épuisement, la frustration. Elle se tourna vers Costa. « Avez-vous vérifié les enregistrements de surveillance ?» Costa hésita. « Nous allions juste… » « Non, vous n'alliez pas, le coupa Simone, doucement, mortellement. Vous alliez l'arrêter sans examiner aucune preuve, sans l'interroger, sans faire votre travail. » Fournier déglutit, son regard se posant sur le directeur du magasin qui se tenait figé en arrière-plan. « Monsieur, » intervint Fournier, sa voix prudente, « nous devrions vérifier les enregistrements. » Le visage de Béatrice se tordit d'incrédulité. « Quoi non? Je vous ai dit ce qui s'est passé. » Simone tourna enfin toute son attention vers Béatrice, et le poids de son regard seul fit taire la femme plus âgée. « Madame de la Cour, » dit Simone, sa voix calme mais assez tranchante pour couper de l'acier. « Laissez-moi être très clair. Vous vous tenez devant un garçon qui est entré dans votre magasin pour acheter un bracelet pour sa sœur. Un garçon qui a économisé son propre argent durement gagné pour soutenir votre commerce. Un garçon que vous avez immédiatement étiqueté comme un voleur parce que vous avez décidé,
avant même qu'il ne parle, qu'il n'avait pas sa place ici. Alors, j'espère pour vous, ses lèvres se pressèrent en une ligne fine et mortelle, que ces enregistrements racontent l'histoire que vous prétendez. Parce que si ce n'est pas le cas, vous répondrez de chaque mot que vous venez de prononcer. Personne ne parla pendant que le directeur du magasin récupérait les images. Elles furent diffusées sur un petit écran derrière le comptoir. L'enregistrement silencieux montrant la séquence exacte des événements, Elias entrant, parlant à Béatrice, tendant son argent, le moment où le bracelet lui a glissé des doigts. Tout y était. Pas de vol, pas de crime. Juste un garçon de 17 ans essayant d'acheter un cadeau. Le silence qui suivit était suffocant. Béatrice semblait avoir vu le sol se dérober sous ses pieds. Simone inspira profondément. « Alors, dites-moi, sergent, que se passe-t-il maintenant? Voulez-vous toujours arrêter mon fils ?» Costa ne dit rien. Simone se tourna vers Béatrice. « Et vous? Allez-vous me dire de quoi exactement vous étiez si certaine ?» Les lèvres de Béatrice tremblaient. « Sa voix vacilla. Elle n'avait aucune défense. Simone hocha lentement la tête. « C'est bien ce que je pensais. » Costa se racla la gorge. « Madame la commissaire, je pense que nous avons terminé ici. » Simone haussa un sourcil. « Pas d'excuses. » La mâchoire de Costa se serra, mais il ne dit rien. Simone se tourna vers Elias. « Allez, mon chéri, » murmura-t-elle. « On s'en va. » Elias ne bougea pas tout de suite. Il resta là, à regarder Béatrice, Costa, les débris de ce qui venait de se passer. Il voulait ressentir du soulagement, de la victoire, de la justice. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était de l'épuisement. Il expira brusquement, secoua la tête et se tourna finalement pour suivre sa mère. En passant devant Béatrice, il croisa son regard une dernière fois. « Tout ce que je voulais, c'était acheter un bracelet, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Mais je suppose que j'ai eu quelque chose de plus précieux à la place. » Et sur ce, il sortit, la tête haute, le dos droit, tandis que Béatrice de la Cour restait figée, regardant la vie qu'elle contrôlait autrefois s'effondrer à ses pieds. Alors qu'Elias et Simone sortaient de la joaillerie Varenne, la lourde porte en verre se refermant derrière eux, la tension à l'intérieur du magasin restait palpable. Ce moment aurait dû être une victoire, mais alors qu'Elias inspirait l'air frais de l'après-midi, sa poitrine était toujours serrée. Sa mère marchait à ses côtés, sa présence stable, mais il sentait la fureur contenue qui émanait d'elle. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent sa voiture qu'elle se tourna enfin vers lui. « Ça va ?» Sa voix était mesurée, mais il y avait une pointe en dessous, une lassitude qui ne vient qu'en menant la même bataille encore et encore. Elias laissa échapper un lent soupir, regardant vers le magasin. « Je ne sais pas, je devrais me sentir mieux, comme si j'avais gagné. » Simone l'étudia un long moment, puis expira, ses traits s'adoucissant. « Mon chéri, tu n'aurais jamais dû avoir à prouver quoi que ce soit. » À ce moment, la porte de la joaillerie Varenne s'ouvrit à nouveau. Béatrice de la Cour sortit. Elle hésita, son visage blême, dépouillée de la supériorité qu'elle portait si facilement. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis, après une éternité, secoua la tête, son expression se transformant en une fierté blessée pathétique. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle s'est juste éloignée. Elias laissa échapper un rire sec et sans joie. Typique. Simone ricana, croisant les bras. Les lâches ne savent jamais dire qu'ils ont tort. Costa et Fournier sortirent ensuite. Fournier leur jeta un bref regard avant de détourner les yeux, la mâchoire serrée,
l'air de vouloir dire quelque chose, mais de ne pas savoir comment. Costa, lui, adressa un signe de tête raide à Simone, une reconnaissance silencieuse qu'il avait perdu cette bataille, puis tourna les talons. « Alors c'est tout ?» demanda Elias. « Pour l'instant » dit simplement Simone. La porte de la voiture se ferma derrière lui. Elias s'adossa au siège, expirant brusquement. L'épuisement s'infiltrait dans ses muscles. Simone était assise à côté de lui, silencieuse, les mains agrippant le volant. « Je suis en colère et fatigué », admit Elias, sa voix rauque. « Et j'ai l'impression que rien de tout ça n'a vraiment d'importance, parce que demain, ce sera quelqu'un d'autre à ma place. » Simone inspira profondément. « Je sais. C'est un cycle qui se répète. Mais aujourd'hui, nous avons riposté. Aujourd'hui, tu ne les as pas laissés te briser. » Ah oui, Elias laissa échapper un rire amer. Comment riposter contre quelque chose d'aussi profond? Comment faire en sorte que les gens te voient comme une personne quand ils ont déjà décidé que tu n'en étais pas une? Simone ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla enfin, sa voix était calme mais inébranlable. En refusant de les laisser te définir, en leur montrant encore et encore qu'ils ont tort, même quand ils refusent de l'admettre. Le silence s'installa de nouveau, puis Simone sortit son téléphone. Elias fronça les sourcils. « Qui appelles-tu » Elle attendit, puis parla. « Cynthia. J'ai besoin d'un communiqué de presse préparé immédiatement. » « Oui, concernant la joaillerie Varenne. » Elle jeta un coup d'œil à Elias. « Je veux une enquête complète sur l'appel passé au central et un examen interne du sergent Costa. Je veux aussi une déclaration publique sur le profilage racial et l'utilisation abusive des services d'urgence. Et assurez-vous que les médias sachent exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. » Les yeux d'Elias s'écarquillèrent légèrement. Simone baissa le téléphone. « Tu pensais que j'allais laisser passer ça ?» Elias expira, un mélange de soulagement et d'incrédulité s'installant dans sa poitrine. C'était différent. C'était un combat qui ne se terminait pas au moment où il sortait de ce magasin. Il hocha lentement la tête. « Bien. » Simone reprit son appel. « Ah, et Cynthia, assurez-vous que le nom de Béatrice Delacour soit inclus dans la déclaration. Si elle pensait pouvoir faire ça sans conséquence, elle s'est trompée. » Elias laissa échapper un lent soupir. Peut-être que la justice n'était pas toujours immédiate. Mais parfois, la justice ressemblait à la responsabilité. Et cette fois, il n'était pas le seul à en porter le poids. 3 jours plus tard, l'affaire de la joaillerie Varenne était partout. Les chaînes d'information diffusaient des reportages. Les réseaux sociaux explosaient d'indignation. Et la page d'avis du magasin était inondée de critiques à 1 étoile. Béatrice Delacour avait été mise en congé pour une durée indéterminée, bien que les rumeurs disaient qu'elle avait en réalité été licenciée. Une enquête interne sur le sergent Costa avait été ouverte. Elias faisait défiler les articles sur son téléphone. Il aurait dû se sentir victorieux. Au lieu de cela, il ne pouvait s'empêcher de penser à la facilité avec laquelle les choses auraient pu tourner différemment. Ses pensées furent interrompues par un petit cri excité. « Elias, Elias, regarde ce que maman m'a acheté. » Il eut à peine le temps de se préparer avant qu'Inès ne se jette sur le canapé à côté de lui, le poignet tendu avec fierté. Le bracelet à breloques en argent scintillait sous la lumière du salon. La poitrine d'Elias se serra. « Tu aimes ?» Inès sourit. « Tu plaisantes. Il est parfait, mais je pensais que c'était toi qui allais le chercher. » Elias hésita. Sa mère l'avait clairement acheté pour lui. « C'est moi qui l'ai choisi, » dit-il finalement, forçant un sourire. « C'est ça qui compte, non ?» Inès rayonna, hochant la tête. « Oui,
Elle lui fit un câlin rapide avant de se précipiter pour le montrer à nouveau à leur mère. Elias expira en la regardant partir. Ce n'était peut-être pas une fin parfaite, mais à cet instant, Inès était heureuse, et pour l'instant, c'était suffisant.